Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un thème du big data, d'un thème qu'on entend souvent, qu'on ne comprend pas très bien, qui n'est pas très clair pour nous tous. Maintenant, la data, elle est partout. Nous, précisément, on va parler du data engineering, qui est une petite branche dans le monde du data. Et du coup, avant tout, je vais me présenter. Je suis Zakaria Tessimiani, je suis architecte, lead tech chez Sofrecom, filiale d'Orange France. Je suis aussi professeur à Innov Maroc. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir déjà une petite introduction au monde de la data. Les professions. Ben, si on s'intéresse à la big data, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là? Euh, les technologies ou bien les techniques qu'utilise un data engineer, l'architecture d'un data pipeline, et après, on va voir toute la partie data ops. Ça ressemble un peu à DevOps, mais on parle ici de data ops. Donc, comme introduction, mais déjà avant de commencer, j'aimerais vous dire que ça va être une présentation assez technique avec normalement énormément de nouvelles technologies, de nouveaux concepts. Et du coup, vous pouvez poser vos questions, il n'y aura pas de questions bêtes. Hein. Toutes les questions sont les bienvenues et je vous invite à voilà, poser des questions, qu'on partage, que j'ai un peu votre vision de la chose aussi. Donc, déjà, pourquoi? Pourquoi le big data? Hein. Pourquoi nous, en tant qu'ingénieurs, que développeurs, d'ingénieurs DevOps, d'ingénieurs sécurité ou bien de développeurs d'applications, pourquoi on doit s'intéresser au big data? Déjà parce que dans le marché de travail, maintenant, les gens au big data sont trop demandés. Et du coup, ça, ce sont des statistiques qui sortent directement de LinkedIn. Et là, on voit carrément que voilà que toute la partie analyse de la donnée, data mining, data engineering, cloud computing et data, maintenant ça commence à prendre le lead. Et du coup, là, on va voir quelques préfixes qu'il faut qu'on connaisse déjà. Donc, avant de parler data, déjà, vous connaissez tous kilo-octet. OK, là, quand on parle d'un petit texte, un texte file, on parle de kilo-octet, on parle de méga, de gigaoctet, tout ça, on connaît très bien. De teraoctet, on connaît maintenant, on a des ordinateurs avec un teraoctet de disque dur, on peut avoir même un disque dur externe avec un teraoctet, 2 teraoctets, même plus. Après, on a les pétaoctets. Les hexaoctets, quand on parle de hexaoctets, là, on commence à parler des géants de l'informatique comme Facebook, Amazon. Et après, on a toute la partie zetaoctet. Et là, on parle vraiment d'Internet. Je ne sais pas si ça vous... Hop, je fais comme ça. Oula, non. Non, non, non. Hop, voilà. Là, on parle carrément de tout Internet. Et du coup, Big Data, c'est quoi? C'est une collection d'informations. Ok? C'est une collection d'informations. C'est beaucoup d'informations qu'on a besoin de traiter ou bien d'enregistrer. Par exemple, quand on se connecte sur Google, on fait une recherche. Ça va générer plusieurs lignes de log pour dire, voilà, la personne X, elle a cherché tel mot, et quand elle a cherché ce mot-là, elle a cliqué sur le premier lien, sur le deuxième lien, et après sur le sixième lien. Ok? Ça, c'est une donnée. Euh, Quand Google vont collecter les données de tout le monde, ils vont avoir énormément de données. Ben, énormément de données ça peut être sous différents formats. Ça peut être des fichiers Excel, ça peut être des log files, du texte. Et du coup, le but,
derrière, c'est de pouvoir analyser la donnée, OK, pour par la suite pouvoir prendre des décisions. Là, il y a juste, bah, je sais pas, 10 ans, bah, ça paraissait impossible. 10 ans, 15 ans, ça paraissait vraiment bah, impossible à traiter parce qu'on a commencé à avoir beaucoup, vraiment énormément de données. Et du coup, en 2015, Google a eu bah, 10 exaoctets, c'est 10 milliards de gigaoctets. Ok. Bah, pour traiter ça, normalement, ça ne va pas passer avec les systèmes traditionnels qu'on avait. Quand je dis système traditionnel, c'est vraiment application back-end, Java avec une base de données Oracle et voilà, un front-end avec du JSP. Donc là, ça ne va pas le faire. Ok. Et du coup, il a fallu qu'on commence à penser à d'autres techniques. Ben, en plus, donc, ben, on a vu l'explosion de tout ce qui est objet connecté. Objets connectés, téléphone mobile. Et du coup, donc, là, on a commencé à, voilà, donc, à avoir beaucoup de données qu'on n'a pas pu traiter. Et du coup, là, jusqu'à présent, ben, on traite 1% des données qu'on a. Donc, c'est tout ce qu'on peut analyser. C'est pour ça, maintenant, le métier Big Data, c'est un métier qui est trop demandé parce que là, on a de la donnée, mais on n'arrive pas à l'exploiter, on n'arrive pas à l'analyser. Et là, vous le savez tous, un peu, c'est voilà, la donnée maintenant, c'est le pétrole, c'est la richesse maintenant, c'est la donnée. Et du coup, on doit se donner les moyens et les ressources pour pouvoir l'analyser. Et du coup, pour processer ce grand nombre de données, là, on va, comme j'ai dit, on va pas pouvoir travailler avec une méthode ordinaire. Et c'est là où on va commencer à parler vraiment parallélisme. Donc, on va commencer à paralléliser nos processus. Et quand on parle de paralléliser un processus, on parle de distribuer un point de traitement. Et pour distribuer le traitement, donc là, on a besoin de nouvelles techniques, de nouveaux outils pour pouvoir faire ça. Ben, un des outils qui s'affiche directement quand je parle de distribution de données, c'est le fameux Hadoop, ben, qui nous permet de faire ça. Donc, ben, Hadoop, il est là, il nous permet de traiter de grandes données. Ben, il s'installe sous format cluster, on va voir ça par la suite. Et du coup, par exemple, on peut, par exemple, à la place de mettre les données sur un disque dur, on va le mettre sur un file system de Hadoop qui s'appelle le HDFS. Ben, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le HDFS? Ben, c'est qu'il est un peu distribué. Donc, je ne vais pas mettre les données dans un seul endroit, mais je vais faire des copies de données sur, par exemple, sur 10 machines. Après, si je perds la donnée dans une machine, ben, j'ai des copies sur les 9 autres données. Ben, si, par exemple, une machine tombe en panne, j'ai une copie sur une autre. Donc là, je commence à parler carrément de data center et de traitement parallèle et pour pouvoir travailler avec ce traitement parallèle, même un nouveau concept de traitement, c'est pas très nouveau, hein, ça date un peu, ben, pour traiter les données en parallèle à vue le jour, ben, il s'appelait le MapReduce. Le MapReduce, c'est pas facile, mais c'est pas très compliqué en tant que, si je veux le développer, c'est pas compliqué et ça permet de paralléliser l'exécution. Et du coup, si je vais dire par exemple, dans SQL, je dis select étoile from une table. Je peux faire ça en MapReduce. Ben, ça s'appelait avant, il y avait un petit langage qui s'appelait Pig, ben, qui faisait du MapReduce avec des requêtes SQL. Je dis select étoile from une table. Ben, dans cette table, il y a, je sais pas, 20 millions de lignes. Ben, lui, il va faire ça, mais il va le faire en parallèle. Du coup, il va lancer l'exécution de cette requête et après, il va lancer chaque bout, par exemple, sur une machine, sachant qu'on peut avoir un cluster de 100 machines. Et du coup, moi, à la place de faire ce traitement-là dans
2 heures, 4 heures, ben, si ça ne bloque pas, je vais pouvoir le faire en moins de temps, en 4 heures divisé par 100. Mais ça, si ça ne bloque pas, si j'ai une machine, hein, parfois, ce n'est pas juste une question de temps, mais aussi une question de ressources. Et du coup, un cluster, c'est quoi? Ben, pour les gens qui ne connaissent pas, un cluster, c'est plusieurs machines qui sont connectées entre eux et qui vont s'entraider pour effectuer un gros traitement. Du coup, par exemple, ben, j'ai un serveur 1 qui va jouer le rôle d'un appel à un maître. OK? Après, on a des nœuds, plusieurs autres nœuds. Ça peut être 100, 50. Des nœuds, ce sont des machines physiques, des serveurs physiques que je vais installer dans un réseau local. Ben, ils vont commencer à jouer le rôle d'un nœud. Ben, je viens, je les branche. Je branche premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Après, je vais construire mon cluster. Et là, je vais pouvoir lancer des traitements avec une très grosse volumétrie de données. Et voilà, donc là, ça nous permet de lancer des traitements parallèles et ça nous permet de traiter ben, des données, des hexaoctets de données ou bien des pétaoctets de données. Et du coup, ben là, on a parlé des données, on a parlé de comment on va calculer ces données-là, on a parlé théoriquement. Là, ben, déjà pour dire qu'on est en big data, qu'on fait du big data, donc il y a une règle qui s'appelle les 5 V. Euh, ben là, quand on dit big data, donc, on entend big, donc pour nous, on comprend directement euh, que ben, que c'est le volume des données qui compte. Mais il n'y a pas que le volume, hein. Il n'y a pas que le volume. Le problème n'est pas juste qu'on a des pétaoctets ou bien des hexaoctets de données. Non. Mais il y a d'autres problèmes. Enfin, ces problèmes-là, on les définit par les 5 V. Et quand on dit 5 V, le premier V, on parle par exemple du volume. Oui, on a un grand nombre de données. Du coup, il nous faut d'autres mécanismes pour traiter ces données. On parle aussi de la variété des données. Moi, j'ai des données sous format texte, d'autres données sous format JSON, des données, j'ai des images, j'ai des vidéos, j'ai des audios. Et du coup, cette variété de données aussi, ça crée problème parce que vous savez, hein, vous faites du Java, euh, vous attendez un fichier CSV en entrée. Ben, si ce n'est pas un fichier CSV, c'est une exception, ou bien ça crache, hein. Donc là, on a une variété de données avec un très grand volume. Après, on a la valeur aussi, hein. La valeur, value, c'est ces données-là, ces données-là, est-ce qu'ils ont de la valeur métier? Là, je parle, est-ce qu'ils ont de la valeur métier? Est-ce que moi, si je traite des données, est-ce qu'ils vont m'aider à prendre une décision par la suite? OK? Est-ce que ça va aider les gens du métier à prendre des décisions? Aussi, je peux parler de vélocité. Et quand je dis vélocité, euh, moi, ça ne m'intéresserait pas, par exemple, d'attendre 2 mois pour traiter la donnée. Parfois, on a besoin de la donnée en temps réel. Ou bien, parfois, on a carrément besoin de la donnée après 30 minutes. Et du coup, la vélocité, c'est le temps. OK? Donc, ça aussi, c'est un grand point et c'est très problématique parce que parfois, c'est pas un problème. J'ai 10 gigas de données, je vais les traiter, mais je vais les traiter pour 10 jours. Je peux créer des mini-batchs et les lancer. Je peux me débrouiller. Mais là où ça pose problème, je te dis, moi, j'ai 10 gigas de données à traiter, je veux le résultat en temps réel. Et du coup, moi, chaque heure, je vais générer 10 gigas de données. Après, dans les 5 minutes qui suivent, par exemple, je dois avoir le résultat des traitements. Comme ça m'aiderait à prendre des décisions qui vont me faire gagner de l'argent. Du coup, euh, Big Data, on a parlé des données, de la vélocité, on a parlé de pas mal d'autres choses, mais qui sont les acteurs qui font ça? Qui sont les acteurs qui vont utiliser cette donnée pour
permettre au métier de prendre des décisions, de faire des actions. Donc là, il y en a plusieurs. OK? Dans une organisation, il y a plusieurs métiers data. Ben, le premier métier, c'est le data analyst. Le data analyst, il fait quoi? Il analyse la donnée. Ben, j'ai une donnée en entrée. J'ai une donnée en entrée. Ben, lui, il va l'analyser. Euh, Après, j'ai par exemple le data engineer. Le data engineer, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il transporte la donnée. Ben, le data analyst l'a analysée. On sait qu'elle est utile. On sait qu'il y a une information intéressante sur ces données-là. Et du coup, le data engineer, ben, il va venir, ben, il va prendre cette donnée-là, ben, il va mettre là où elle va être utile. Ok. Ben, on a toute une panoplie de métiers un peu qui sont relatifs à la partie machine learning. Et parce que le machine learning, maintenant, c'est très important de faire du ML. Et c'est de plus en plus important. Et même quand je parle d'offres d'emploi, il y a de plus en plus d'offres. Pourquoi le ML est si important? Il y a plusieurs applications, mais ça permet par exemple de faire des prédictions, de faire des recommandations. Et du coup, faire des prédictions, par exemple, moi j'ai un site e-commerce, j'ai beaucoup de données. Je vais faire la prédiction sur les visiteurs du site et cette prédiction me permettrait, en se basant sur les données des autres personnes qui ont déjà visité pendant les 5 dernières années, de me permettre de prédire un nouveau utilisateur, est-ce qu'il va acheter ou il ne va pas acheter? Est-ce qu'il va acheter dans la première semaine, dans la deuxième semaine ou après un mois? Est-ce que cet utilisateur, est-ce qu'il va intéresser par tel ou tel produit? Et du coup, moi, dépendamment des résultats du ML, je vais pouvoir afficher, par exemple, les offres qui vont l'intéresser directement. OK? Par exemple, moi, j'ai une donnée qui me dit voilà, que quelqu'un a acheté un salon. Il rentre dans mon site et je lui affiche des salons. Ça ne sert à rien. Il a déjà pris un salon. Maintenant, je pense qu'il va vouloir prendre un tapis. Parce que les gens avant, parce que avant les gens qui ont pris des salons, juste après, bien après un mois, ils reviennent pour chercher des tapis. Et du coup, moi, je vais directement lui proposer les tapis que j'ai. OK? Je peux même lui présenter les tapis que j'ai avec la plage de prix un peu qui lui convient. Et comme ça, lui, quand il va se connecter, il va directement voir ce qui l'intéresse. Il peut faire une action d'achat rapidement. Et comme ça, tout le monde, lui, il gagne et moi, je gagne aussi. Et après, on a toute la partie tech lead qui vont venir, ceux qui prennent les décisions, qui disent qu'on va prendre cette donnée, qui disent qu'on peut utiliser ces données, ou bien il y a des données personnelles qu'on ne peut pas utiliser, qui disent que voilà, la donnée va être analysée, on va analyser cette partie de données, il y a cette équipe de ingénieurs qui vont transporter la donnée d'un point A vers un point B. Après, il y a des gens ML qui vont faire du machine learning dans le cloud. Un peu, c'est lui qui va prendre la décision par rapport à ce traitement. Et du coup, là, on a vu les rôles. Donc là, on va voir les challenges. Donc, quand on parle de big data pour les organisations, c'est quoi les challenges maintenant? C'est quoi les challenges qu'on a? C'est la migration. Si on veut migrer, existing data workload, ça veut dire j'ai déjà mon process qui tourne et je veux les migrer. Par exemple, moi, chez Orange France, on est en plein migration depuis du on-prem vers du GCP, vers du cloud GCP. Et du coup, cette partie migration, on la voit souvent. Donc, ou bien on analyse les datasets, hein. On analyse des données ou bien des datasets. Donc, on a beaucoup de données. Comme on a dit tout à l'heure, c'est juste 1% des données qui sont traitées ou bien analysées. Du coup, il reste pas mal de données à analyser. Et parmi les challenges, c'est prendre ces données-là
qui sont variés, qui sont beaucoup, et de pouvoir les analyser. With the streaming data pipeline, ben, déjà, pour avoir des pipelines batch qui marchent, ben, c'est pas facile. Par exemple, quand je dis pipeline, c'est quoi? Euh, Ben, j'ai des données sur des bases de données Oracle, des données sur des fichiers texte, des log files par exemple. Et je dis que ma pipeline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les données, elle va prendre les données de mon SQL Server, elle va prendre les données de mon log, les données de mon serveur de log, il va prendre ces données-là, ben, il va venir, ben, il va rassembler ces données-là, il va les mettre sur un seul format, après il va faire des transformations sur ces données-là, après il va enrichir ces données avec une autre table, par exemple des villes, j'ai un code dans la donnée, là je vais enrichir avec la ville. Ben, je vais après insérer sur un data warehouse ben, où je vais stocker toutes mes données. Ben, et après, ben, je vais envoyer cette donnée-là à une autre équipe ben, qui va faire du machine learning sur la donnée. Ça, c'est data pipeline. Et du coup, ben, ça, c'est pas facile à faire. Après, il y a quand je vais faire une data pipeline streaming, hein, je veux faire une data pipeline qui marche en temps réel. Par exemple, une fois, j'ai un cas, par exemple, j'ai mon site web. Tu te connectes sur mon site web, ben, je reçois le log directement. Ben, ce log-là, il passe par ma pipeline data. Ben, il y a du email qui va être fait sur le log et ben, je veux sortir avec des classes. Est-ce que ce nouvel utilisateur, ben, il vient pour la première fois? Ben, est-ce qu'il est un habitué, il n'a jamais été connecté? Ou bien est-ce qu'il vient, par exemple, 2 fois par mois? Ben, dépendamment de ces trois classes-là, ben, là, je vais euh, pouvoir t'afficher les contenus qui me conviennent. Ben, ou bien, le challenge, c'est faire du machine learning sur les données. Parce que pour pouvoir faire du ML, ben, on doit déjà avoir analysé les données, on doit déjà avoir les pipelines pour transférer les données vers les équipes machine learning. Ben, la dernière étape, c'est de faire du machine learning pour soit faire, par exemple, de la prédiction, comme je viens d'expliquer, ou bien faire de la recommandation, par exemple, hein, ou bien faire beaucoup d'autres choses. Et du coup, ben, un data engineer, c'est quoi? Donc, tout ça, un data engineer, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il crée des pipelines de données ou bien des data pipelines. Donc, le data engineer, ben, il va transporter la donnée. Ben, souvent, quand je parle avec les gens, je parle avec les étudiants, ben, ils te disent que moi, j'aime pas les big data parce que c'est juste des maths. Parce que j'aime pas les maths. Parce que il y a beaucoup de parties maths, il y a beaucoup pour l'analyse des données, pour tout ça, mais il n'y a pas que ça. Oui, pour analyser des données, oui, bah, il y a des maths. Pour faire des machine learning, il y a des niveaux. Soit tu appliques des algorithmes, mais là, tu ne vas pas faire beaucoup de mathématiques. Soit tu veux vraiment comprendre un peu comment l'algorithme tourne. Et là, tu vas faire des exponentiels, tu vas commencer à faire des ln. Ou bien, si tu fais du data engineering, là, tu ne vas pas faire beaucoup de maths, hein. C'est rare où tu vas vraiment avoir besoin de faire des mathématiques. Ça, ce sont des techniques, ce sont des technologies et ce sont des pratiques à faire. Et du coup, bah, quand je dis data pipeline, c'est je prends la donnée et je vais la mettre où elle va être utile, soit pour une autre équipe dans mon organisation, soit pour, par exemple, quelqu'un qui va faire du machine learning, soit pour quelqu'un qui veut juste visualiser la donnée. Donc, bah, je vais mettre la donnée, bah, la donnée doit être dans des conditions bah, utilisables, hein. Bah, je ne vais pas mettre la donnée, par exemple, hachée. Donc, je ne peux pas faire ça, hein. Donc, la donnée, ça peut être crypté, mais je dois pouvoir la décrypter. Donc, les conditions de stockage, par exemple, doivent être bonnes pour que d'autres personnes viennent utiliser ma donnée. Ben, je peux ajouter de la valeur. Comme tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, je peux faire des enrichissements. Enrichissement, par exemple, c'est quoi? Par exemple, moi, j'ai la donnée, j'ai un site e-commerce, j'ai la donnée avec un numéro de session, ton numéro de session. Et du coup, je vais me connecter à un site tiers qui va me dire, regarde,
ce numéro de session, avant de te connecter sur ton site web, il est parti sur Amazon, sur la page des télévisions. Il veut acheter une télévision. Il s'est connecté aussi sur Facebook. Il s'est connecté sur ce site web de tableau décoratif. Et du coup, moi, je vais enrichir la donnée que j'ai avec une donnée tierce. Et donc là, je vais ajouter de la valeur à ma donnée. OK? Et quand je vais faire ça, je vais avoir plus de. Tout le monde va être content parce que ça me permettrait de plus catégoriser cette personne-là. Et ça permettrait au machine learning d'être plus performant. Les algorithmes machine learning d'être plus performants. Je peux manager la data, supprimer de la donnée, ajouter une donnée. Je manage. Hein. Et j'ai des données. J'ai créé ma pipeline de données. Cette pipeline de données, je dois la rendre en production. Elle doit pas, elle doit marcher. Elle doit pas tomber en panne chaque jour. Et du coup, je dois mettre mon processus de données en production. OK? Pour ça, il y a un concept maintenant qu'on appelle le data ops qu'on va voir par la suite. Et du coup, on a parlé de transfert de données et tout ça. Donc là, les données, en général, dans une organisation, on va la mettre où? On va la mettre dans un data lake. OK? Dans une grande organisation, par exemple comme Orange, j'ai énormément d'équipes qui travaillent sur énormément de projets qui ont énormément de bases de données. OK? Et du coup, moi, je vais les donner de toutes les bases de données, je vais les mettre sur un seul endroit. J'ai besoin des données dans les logs, je vais les mettre dans un seul endroit. Ça, c'est un seul endroit, je l'appelle moi un data lake. Un data lake, c'est un lac de données où je mets un peu toutes les données, je vais devoir commencer à aller un peu vite, parce on va manquer du temps. Donc, pour créer un data lake, donc, il doit bien évidemment accepter tout type de données. Il doit pouvoir être scalable. Scalable, ça veut dire, là, j'ai 100 gigas de données qui sont dans mon data lake. Demain, je vais avoir un pétaoctet. Mon data lake, il doit pouvoir grandir. Je dois pouvoir mettre beaucoup de données. OK? Je dois pouvoir ingérer énormément de données sans qu'il tombe. Et d'autres personnes doivent pouvoir se connecter facilement à mon data lake parce qu'il est là, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se connecter à la donnée pour l'utiliser. Et du coup, il y a pas mal de méthodes qu'on sait qu'un data engineer va utiliser pour mettre de la donnée. La première, c'est extract and load. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais extraire la donnée. Je vais extraire la donnée d'une base de données SQL Server pour la charger sur mon data lake. Par exemple, un exemple de data lake qu'on a sur le cloud GCP, c'est BigQuery. C'est une base de données qui va jouer le rôle d'un data lake. OK. Donc ça, j'extrais la donnée et je la mets directement et je la donne aux équipes. Après, j'ai ELT, Extract, Load and Transform. Ça veut dire quoi? Je vais extraire la donnée, je vais la mettre sur BigQuery et comme ça, bien sûr mon data lake, et comme ça, il y a d'autres personnes, ou bien moi-même, je vais pouvoir faire des transformations. Et du coup, je vais laisser la transformation aux équipes qui vont utiliser ma donnée. C'est pour ça que je vais mettre Extract, Load. Oui, j'ai pas entendu. Zakaria, vous pouvez Oui, continuer. C'est juste, ok. je pense, un problème micro. Ok, ça marche. Ou bien extract, transform and load. Et là, donc j'extrais la donnée, je la transforme en chemin, je la transforme parce que par exemple, j'ai un ID de ville, j'ai un, je veux l'enrichir avec le nom de la ville et puis le mettre dans la data lake parce que, comme j'ai dit, la donnée doit être exploitable pour les autres personnes. Donc, là, on parle de données, mais on doit aussi parler de qualité de données. On ne peut pas mettre n'importe quelle donnée. Parce que quand tu mets n'importe quoi, ça permet de ne pas avoir de bons résultats et d'avoir et que les métiers après qui vont prendre la décision vont perdre confiance en la donnée, en tout le système big data, et ça, c'est pas bien. Parce que quand tu envoies de la donnée, quand tu dis par exemple que j'ai 80% des personnes qui sont connectées sur mon site web, ils ont cliqué sur ce lien, ça doit être juste. Hein. Ça doit être juste. Ça doit pas être juste parce qu'il y avait un problème dans la qualité de données.
Et du coup, bah, la donnée, elle doit être valide. OK? Elle doit être valide, elle doit être précise. OK? Bah, dire par exemple, entre valide et précise, bah, je vis au Maroc, bah, ça c'est valide, mais c'est pas précis. OK? Doit être complète, sinon je vais avoir beaucoup de données qui vont pas être enregistrées, du coup je vais avoir des données qui sont fausses, des statistiques fausses, parce que moi, dans mon système, j'ai récupéré des données, mais elles ne sont pas complètes, et du coup je n'arrive pas à les insérer dans mon data lake. Doit être consistant, et puis ça doit être uniforme. Ben, quand je dis uniforme, par exemple, ben, j'ai le poids, je ne dois pas avoir une colonne en kilogrammes, une colonne en grammes. Ou bien quand je dis consistance, ben, je ne peux pas dans mes données dire que j'ai un enfant de 3 ans qui est marié. OK? Donc ça, c'est pas consistant. Et du coup, donc là, ça paraît simple, mais parfois c'est compliqué à checker un peu tout ça. Ben, c'est quoi un data engineer? Qu'est-ce qu'il peut utiliser? Ben, c'est quoi les outils? Ben, déjà, ben, je reviens à mon cher Hadoop. Ben, c'est un écosystème ben, qui permet de traiter les données en format distribué. Donc, il s'installe sur un cluster. Il y a beaucoup d'outils à l'intérieur. Donc, ça permet de sauvegarder de la donnée, ben, de faire des transformations, de faire des enrichissements, d'ordonnancer un peu la donnée, dire voilà, je vais commencer par ce process qui va récupérer. Après, je fais ça, après, je fais ça, après, je fais ça, après, je fais ça pour construire mon data pipeline. Ça me permet d'avoir comme le composant Hive. Donc, ça me permet d'avoir un data warehouse Hive. Ça me permet d'avoir une colonne based database qui est HBase. Bah, ça me permet d'avoir aussi, ça me permet d'avoir Flume pour traiter les collections de données, etc., etc. Donc, quand on parle de big data, on parle souvent de Hadoop. Du coup, les gens qui font du data engineering sont, bah, souvent, ils maîtrisent bien le composant Hadoop. Après, on a aussi du Spark. Spark, il vient un peu après Hadoop. Hadoop, il processe la donnée. Spark, il est là. Il fait aussi de la transformation, de l'acheminement de la donnée, de la transformation de données. Il est beaucoup plus rapide que Hadoop parce que un peu, Hadoop il utilise des disques durs, Spark il utilise la mémoire RAM. Donc, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Donc voilà, on l'utilise parce qu'il est beaucoup plus rapide, il fonctionne en mémoire, résilient en panne, etc. Donc là, je vais dépasser ça. Après, pour arriver à Apache NiFi, euh, Apache NiFi, c'est un composant très important pour un data engineer. Chez nous, à Orange, vraiment, c'est au centre même de toute notre architecture de data engineering. Il est facile à utiliser, pas très compliqué. Il y a une interface graphique pour faire du drag and drop. Ça c'est quoi? Tu viens, par exemple ici, tu as ça, c'est l'interface de NiFi. Tu prends le processeur. Je prends ça. Pen, ok. Tu dis voilà, ça c'est les processeurs que j'ai, ils sont là. Je vais glisser directement ici sur un processeur. Ça veut dire, là, je lui ai dit, tu vas te connecter à un FTP pour avoir de la donnée. Il se connecte au FTP. C'est juste des paramètres avec l'URL, le mot de passe, etc. Il se connecte sur les FTP. Je lui dis, après les données que tu reçois du FTP, tu vas, par exemple, ajouter une colonne. Ici, c'est un autre processeur. Il va venir, il va ajouter une colonne. Donc, c'est pas facile non plus, mais c'est pas très compliqué. Et donc là, il nous donne, après, j'ai des pipelines de données qui ressemblent à ça. J'ai des pipelines de données qui ressemblent à ça. Et là encore, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais si vous êtes intéressé par le domaine, moi, je vous invite à voir Apache NiFi, à voir en profondeur même. Donc, une architecture d'une data pipeline. Donc là, par exemple, là, nous, on est connecté à un site web ici, à orange.fr par exemple, il y a un log qui va se connecter, il y a un log qui va être généré.
Ce log-là, je vais le mettre par exemple sur un data center. Ok. Donc, soit je vais avoir ici un traitement batch pour dire par exemple, chaque heure, tu envoies cette donnée-là depuis le data center vers Hadoop et tu le mets sur le système, sur le HDFS. OK? Ou bien, par exemple, je vais mettre ça en temps réel. Par exemple, je connecte un Apache NiFi qui va se connecter sur le data center. À chaque fois qu'un fichier va être mis ici, ben, lui, il va le prendre, il va mettre directement sur HDFS. Donc là, on a la différence entre streaming et batch. Le batch, ben, j'exécute chaque heure. Streaming, ben, c'est un flux qui est ouvert et qu'on voit à chaque fois que je reçois un truc. Donc là, j'ai toute la partie, dans Hadoop, je peux faire de l'agrégation de la donnée. Ok, je peux enregistrer sur un data warehouse. Une fois enregistré, je peux remettre sur HDFS. Je peux exécuter pas mal de jobs. Enfin, j'exécute des jobs avec Yarn et je peux ordonnancer avec OSI. Tout ça, il y a d'autres outils qui sont dans Hadoop. Et là, quand je dis ici Hadoop, ça veut dire ici, j'ai un cluster. Ça peut être avec 20 machines, 30 machines, 70 machines, 100 machines. Après, ben, une fois que j'ai par exemple la donnée sur HDFS, je veux envoyer encore la donnée en temps réel vers une autre équipe. Et du coup, moi, je vais mettre ça directement sur un bus Kafka. Une autre équipe B va se connecter aussi au même bus Kafka et va commencer à avoir les données en temps réel. Le bus Kafka, ben, ça permet d'envoyer des messages en mode publisher le receiver. Et là aussi, ça peut s'installer en mode cluster et ça peut faire des traitements distribués. Donc, une fois que je suis ici sur HDFS, j'ai traité les données, je les ai remis ici. Après, je peux directement envoyer, par exemple, avec le Apache NiFi depuis HDFS vers Google Analytics. Vous connaissez Google Analytics, c'est pour un peu afficher des graphes. Ben, je peux avoir envoyé ça, par exemple, sur une base de données MySQL, puis du coup créer un client web PHP pour afficher des statistiques ou bien n'importe quoi. Ou bien, par exemple, mettre un Elasticsearch avec du Kibana pour mettre du reporting. Et là, je vais avoir, par exemple, un administrateur qui va se connecter à cette interface. J'aurais souhaité passer plus de temps sur cette interface, mais là, on manque du temps. Du coup, j'aimerais vous laisser un peu le temps de poser des questions. Et du coup, si vous avez des questions ici, n'hésitez pas à les poser. Et là, j'arrive un peu à la partie Data Ops. Euh, Vous avez souvent entendu parler du DevOps, c'est la partie Dev and Ops. C'est le fait, euh, c'est le fait un peu de trouver un terrain d'entente entre la partie développement et la partie operations. Là, quand on parle de la donnée, donc là, on a un autre concept qui s'appelle Data Ops. Et du coup, ça nous permet de structurer, d'architecturer la création et le déploiement de notre pipeline de données. Donc, c'est quoi? C'est rendre un peu toute la partie création de pipeline agile. Et après, d'avoir une chaîne de construction qui scale, qui ne tombe pas, que voilà, je crée mes process pour mes pipelines de données. Après, une pipeline de données, c'est ça. Une data pipeline, c'est ça. J'ai les sources de données ici. Ici, j'ai les connecteurs pour se connecter à ces sources de données. OK? J'ai le catalogue où je vais mettre les données. Je vais consumer les données que j'ai dans mon catalogue. Et là, je vais faire des enrichissements, je vais faire de la datation sur les données ici. Après, je vais faire des sorties ici. Et je vais soit lancer dans un dashboard, soit envoyer à une équipe ML pour faire du machine learning. Après, je vais afficher dans un dashboard. Du coup, pour la conclusion, j'ai essayé d'aborder pas mal de concepts de data engineering, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. J'essaie juste de mettre le focus sur pour ce que je pense être plus important. Si vous êtes intéressé par le domaine, ben, c'est bien, mais
il faut être déjà un bon, pour moi, il faut être déjà un bon développeur. Il faut maîtriser, il faut connaître du Java, il faut connaître du Python, il faut avoir pas mal de connaissances DevOps, il faut avoir des connaissances sur la partie CI/CD, il faut avoir des connaissances sur la partie infrastructure as code, et puis après, il faut commencer à maîtriser des outils data engineering. On ne peut pas être un data engineer sans connaître le développement. Tu veux faire du Spark, le Spark, tu vas le faire soit avec du Java, soit avec du Scala, soit avec du Python. Non. Du coup, les langages de programmation, ils sont là. Il faut les maîtriser. Il ne faut pas dire que voilà, c'est dépassé. Moi, j'aime pas Java. Non, Java, il est très important. Sur le cloud GCP, Java est très important. Il y a des data flows qui sont créés en Java. Java, il est encore là. Donc, il faut faire l'effort de bien maîtriser ces langages-là. Et après, il faut avoir une grande culture informatique parce que quand tu dis data engineering, c'est vraiment énormément d'outils qu'il faut maîtriser. Donc voilà, voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie, Monsieur Zakaria Mliani, ingénieur chez Orange et professeur à Innov, pour cette présentation très intéressante et assez riche en contenu. Donc, beaucoup de concepts, beaucoup de data. Moi personnellement, j'entends toujours parler des 5 V du Big Data et c'est grâce à vous aujourd'hui que j'ai une idée plus claire sur ce que signifie. Je vous remercie également d'avoir abordé les profils Big Data, d'avoir défini ce que c'est qu'un data engineer. Et bien évidemment, je remercie également les étudiants d'Innov ainsi que les invités de l'extérieur pour leur présence. Donc, comme Zakaria vient de dire, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc, voilà, donc à vous la parole si vous avez des questions. Et merci encore une fois, Monsieur Mliani, pour cette présentation. Avec plaisir. Merci à vous, Madame Safri. Des questions, des demandes d'éclaircissement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de concepts. Donc, si vous avez des questions sur un concept précis, n'hésitez surtout pas. Ouais. Apparemment, j'ai très bien expliqué tout, hein. Oui. Beaucoup de data aujourd'hui. Oui, voilà. J'ai une question, si vous le permettez, en fait, Ok. par rapport aux défis liés au big data. Donc, nous avons des défis liés à l'infrastructure, des défis liés aux sources de données, des défis liés aux gouvernance des données, et bien évidemment, nous avons des défis liés au manque de compétences. Donc, d'après vous, Monsieur Zakaria, en tant que professeur à Innov et en tant qu'ingénieur Big Data, donc, quels sont vos conseils à nos chers étudiants c'est-à-dire pour augmenter leurs chances d'être recrutés pour les personnes qui souhaitent bien sûr continuer dans ce chemin Big Data? Donc, quels sont vos conseils? À Merci, partir de... merci pour Oui, la question, c'est très oui. intéressant. Oui, c'est un sujet très intéressant. Euh, En fait, ça dépend. Au Maroc, moi, je vois que c'est vide, hein. Le domaine de la data est vide en termes d'ingénieurs. Qu'on a vraiment pas beaucoup de... on a des profils data, mais pas de data ingénieurs, hein. On a des gens qui font du machine learning, on a des gens qui font de l'analyse de données, mais pour les gens qui maîtrisent vraiment la création des pipelines de données, ils sont vraiment rares ici au Maroc. Et du coup, oui, moi j'invite les gens à s'intéresser plus à ce domaine-là. Je sais, après c'est aussi une question de tendance, hein. C'est aussi une question de tendance. Maintenant, la tendance, c'est tout ce qui est machine learning. Et pour tout ce qui est data engineering, c'est pas trop dans la tendance et les gens aussi ne comprennent pas qu'il y a pas mal de... quand on parle de big data, il n'y a pas seulement la partie ML, la partie mathématique, tout ça, mais il y a aussi une partie engineering, où on peut un peu appliquer toute notre maîtrise en termes
en termes de développement logiciel, plus d'autres maîtrises, d'autres techniques pour avoir, voilà, pour pouvoir être un bon profil et pouvoir bien acheminer la donnée là où elle va être le plus utilisable. Ben, après, il y a aussi, comme tu l'as bien dit, Madame Saleri, donc, ben, il y a un défi en termes de, il y a un problème en termes de compétences data, aussi en termes de compétences cloud, hein, c'est parce que maintenant, quand on parle data engineering, ben, on le marie tout de suite avec le cloud computing et le fait de mettre des architectures. Ben, je voulais en parler, mais je savais que j'aurais pas le temps de mettre les data pipelines un peu dans le cloud. Maintenant, ben, toute grande entreprise, maintenant, c'est confronté à une problématique de ressources quand on parle de données. Oui, c'est vrai, quand tu fais du Hadoop, quand tu as un cluster avec 100 machines, oui, c'est puissant, mais c'est difficilement scalable, hein. C'est pour ajouter une serveur, pour ajouter 110 machines, ben, ça va prendre beaucoup de temps. Et du coup, ben, une des solutions, bien, la solution qu'on trouve tous, c'est de migrer vers du cloud. Pourquoi? Je vais avoir un cluster de 100 machines. Demain, je veux plus. En un clic bouton, deux clics bouton, j'ai plus de machines. Et pour beaucoup d'autres raisons, c'est moins cher parce que j'ai pas besoin d'une équipe d'ops qui va me gérer juste ça. Donc, c'est beaucoup moins cher. J'ai pas besoin de faire des installations, d'acheter des serveurs et tout ça et tout ça. Et du coup, donc, oui, on a au Maroc un problème de compétences qu'on peut voir à deux niveaux. Ben, niveau data engineering, je dis pas big data parce que big data, on a des formations en big data. Et je dis bien data engineering et cloud. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Je vous remercie pour votre réponse, Monsieur Meliani. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres remarques peut-être? Apparemment, c'est clair. Ok. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de data, data engineering. Oui. Oui, j'aimerais que vous expliquiez un peu plus. Le concept. Oui, oui. Quand on parle du big data, donc en fait, on peut dire que on a de la donnée, on a beaucoup de données, on a des teraoctets de données. On a besoin avant tout, on a besoin d'analyser ces données-là. OK? Et du coup, là, on parle d'un data analyst, hein. Donc, on a besoin d'analyser la donnée. Une fois on a analysé la donnée, on a besoin de transporter la donnée. Parce que, par exemple, la donnée, elle est une base de données SQL Server, ou bien sur des fichiers plats. Et nous, on a besoin de mettre cette donnée-là sur un cloud. Et dans le chemin, on doit faire des process, enrichir la donnée, et puis insérer dans une autre base de données ou bien dans un data warehouse. La personne qui fait tout ça, ça s'appelle un data engineer. C'est un ingénieur de la donnée pour, par la suite, par exemple, il y a un autre profil qui est un data scientist ou bien un ingénieur machine learning qui va venir et il va appliquer des algorithmes machine learning pour, voilà, pour prédire, par exemple, pour prédire des choses, par exemple. Est-ce que c'est clair, Julien? Oui, oui, c'est clair. Merci beaucoup. Merci pour la question. D'autres questions? D'autres remarques? Sinon, si vous n'avez pas de questions, donc je vous remercie tous pour votre présence et encore une fois, Monsieur Zakaria Miliani, je vous remercie
d'avoir accepté notre invitation et d'avoir animé cette conférence avec une thématique très moderne. Donc, rendez-vous webinaire prochain avec une thématique d'actualité comme toujours et à très bientôt. Merci.